Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 4 de Tengen Heroes War. Comme d'habitude, retour sur la jaquette et les différents bonus. Alors, regardez sur la jaquette, on a deux nouveaux combattants qui se font face. Bon, je ne vais pas vous dire les noms pour le moment, mais j'y reviendrai dans la partie review. Mais sachez qu'il y aura un nouveau combat qui va se profiler dans ce tome. Comme d'habitude, quatrième de couverture, pas grand chose. Comme d'habitude, le petit résumé avec la petite photo qui provient du manga. Et puis c'est tout, on n'a toujours pas de page en couleur, on n'a toujours pas de présentation de personnages, vous le savez depuis le début, je le dis sur ce titre, ça manque cruellement, notamment la partie présentation des différents personnages parce qu'il y a une pelotée de personnages dans ce manga. On s'y perd très rapidement de savoir qui est qui a fait quoi, c'est vraiment dommage, d'autant plus que ce sont des personnes la plupart du temps qui ont vraiment existé. Et que si on est comme moi et on est un néophyte un peu en termes d'histoire, à part Jeanne d'Arc, Napoléon et César, on connaît que ça quoi, ben là tu vois tu t'y perds très vite, d'autant plus qu'il y a d'autres hommes notamment qui proviennent de la Chine, du Japon, qu'on connaît pas forcément mais qui sont là-bas au contraire très célèbres. Donc franchement dommage qu'il n'y a pas une petite présentation des différents personnages. Franchement il faut qu'ils fassent un truc au niveau de leur édition. Allez, on démarre directement la partie review. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce tome 4? Et bien principalement trois événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler comme étant le retournement de situation. Très clairement, ça va être un retournement de situation magnifique. On va reprendre notamment là où on s'est arrêté dans le dernier tome avec le combat qui opposait Hannibal Barca face à Napoléon. Là, tu vois que Napoléon avait quand même réussi à envoyer un petit lieutenant contourner la défense et pour pouvoir se pointer derrière et réussir à encercler le QG d'Hannibal. Là, tu vois qu'Hannibal, il est totalement encerclé, il peut plus rien faire, il est littéralement sous la menace de Napoléon. T'as Hannibal qui va te pondre une stratégie en rien de temps. Alors je sais pas s'il avait déjà réfléchi en amont ou s'il vient de le trouver, mais en tout cas le gars il est extrêmement intelligent. Il va réussir à retourner l'encerclement qu'il subit à son adversaire, très clairement. Là franchement c'est pas mal. Alors il va y réussir grâce à des hommes qu'il avait cachés au préalable tout au long de la falaise. Du coup évidemment les hommes qui étaient déjà passés se sont fait un peu encercler grâce à ces hommes qui étaient cachés sur la falaise. Donc là très clairement t'as Napoléon qui est tombé dans ce propre piège à lui, et ça franchement c'est une prouesse tactique. Et puis là t'as Napoléon qui voit qu'il est un peu dans la mouise totale, très clairement. Il est encerclé par les forces de Hannibal, et la seule façon pour lui qu'il arrive à sortir c'est d'utiliser un petit stratagème, mais un stratagème assez filou. Le stratagème il est assez filou. Là très clairement il va aller voir son lieutenant, il va lui dire: frère, sacrifie-toi pour moi, comme ça moi je peux me barrer. Très clairement il lui a dit ça, il a dit sacrifie-toi, comme ça moi je pars. Et là franchement c'était assez quand même étonnant. D'habitude c'est plutôt les lieutenants qui se proposent d'eux-mêmes à se sacrifier pour permettre à leur chef de partir, un peu comme Isami Kongo, le chef du Shishengumi, l'a fait notamment pour Oda Nobunaga. C'est lui qui s'est proposé de combattre les ennemis pour stopper les ennemis, comme ça Oda a le temps de s'enfuir. Là, non pas du tout, c'est Napoléon, le général en chef, qui va aller voir son lieutenant et va dire: tu dois te sacrifier pour moi parce que comme ça moi je pourrais vivre et je pourrais m'en sortir. Oui là quand même j'ai trouvé ça assez filou et assez osé quand même de la part de Napoléon. Du coup t'as le lieutenant qui était un peu obligé de s'exécuter. Il a dit: y a pas de problème, je vais m'exécuter et attaquer le QG de Hannibal. Pendant ce temps là vous frayez-vous un chemin et barrez-vous de cette situation. Et puis là t'as quand même le lieutenant qui va donner tout ce qu'il a face aux soldats adverses. Il va même utiliser son pouvoir, son fameux pouvoir. Il va l'utiliser, et son pouvoir franchement il est assez intéressant parce que c'est un pouvoir qui permet en fait de rendre lourd tous les objets des adversaires. Donc toute leur épée était pas possible de les manier pour leur adversaire, et par-delà de ça il a réussi évidemment à tenir assez longtemps pour que dans le même temps tu as le fameux Napoléon qui arrive à s'en sortir et à se tirer de ce guerpier littéralement.
Et puis là, comme vous avez pu le voir, hein, évidemment, le combat sera fini. Napoléon a une nouvelle fois perdu, mais a réussi quand même à sauver sa tête face à un Hannibal Barca quand même qui a plutôt bien, manœuvré. Ah, le gars, il a quand même bien manœuvré, hein. Il avait quand même caché des hommes aux alentours au cas où si Napoléon arrivait plutôt bien à passer. Donc là quand même belle prouesse de Barca. Et en plus de ça, tu vois que pour le moment ils font pas utiliser les pouvoirs si fréquemment que ça. Alors on a eu depuis le début de la série, on doit être sur la 4e utilisation de pouvoir, hein, je pense, hein. Et là franchement, le fait qu'on n'a toujours pas vu les pouvoirs d'à la fois de Napoléon et de Hannibal, on ne sait pas qu'ils ont quoi comme pouvoir. À mon avis, ça doit être un pouvoir ultra cheaté. En tout cas, les deux se séparent et c'est évidemment un Napoléon qui a perdu le premier combat. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant le pouvoir d'Ichiko. Et oui, Ichiko, je vous rappelle c'est qui? C'est tout simplement la sœur de Koda. Mais avant ça, on va notamment retrouver la fameuse alliance orchestrée par Oda. On va voir que les armées vont se mettre en place autour de Kong Ming. Et là, Kong Ming, tu vois, il est quand même un peu... Il y a quand même une petite goutte de sueur qui tombe sur Kong Ming, hein. Quand en face de lui, tu as quand même 3 États qui ont décidé de s'allier. Et a priori, c'est la première fois qu'il y a une alliance entre 3 États. Hein. Tu as quand même Ivan le Terrible, tu as quand même Lu Bu et tu as quand même Oda face à toi, hein. Et là, quand même, Kong Ming, je sais pas comment on va s'en sortir, mais j'ai bien envie de voir le combat. Mais évidemment, on va pas voir ce combat. On va bien évidemment apprendre des nouvelles sur Ichiko, la fameuse Ichiko, la fameuse sœur de Koda. Là, très clairement, on se demandait où était passé Ichiko, hein, parce que depuis le tome 1, on ne l'avait pas vu dans les tomes 2, on ne l'avait pas vu dans le 3, et là on la revoit apparaître dans le tome 4. Et devinez dans quel pays elle est tombée. Et bien elle est tombée tout simplement dans le pays de Jeanne d'Arc. Et oui, et elle a eu beaucoup de chance quand même, hein. Je pense que si elle serait tombée dans un autre pays, évidemment ça aurait été très très compliqué pour elle. Mais là, heureusement pour elle qu'elle est tombée quand même dans le pays de Jeanne d'Arc, qui est une héroïne, qui est une femme. Et donc là quand même c'est beaucoup plus simple pour elle, parce que si elle serait tombée dans le pays qui est dirigé par César par exemple, là ça n'a peut-être pas eu la même chose, hein, quand on sait que le pays de César il est juste accolé à celle de Jeanne d'Arc, hein, qui d'ailleurs il y a eu des petites écarmouches entre les deux, franchement. Là, elle est plutôt bien tombée et a priori, d'après ce qu'on a vu, elle est plutôt bien traitée. Ah, très clairement, elle est plutôt bien traitée. Et là, on va en apprendre également un peu plus sur son pouvoir. Le fameux pouvoir qu'elle détient, en fait, c'est un pouvoir, il est ultra cheaté, hein. Pour l'instant, c'est le meilleur pouvoir qu'on connaît. Elle a le même pouvoir, si vous voulez, de la série Bleach, hein, Orihime, hein. Elle est capable de guérir tout ce qu'elle veut. En gros, y a un gars, son bras il est coupé, et ben hop, elle le répare et puis son bras il est refonctionnel, hein. C'est le même pouvoir de Orihime dans la série Bleach, hein. Et là quand même tu vois que son pouvoir il est ultra cheaté, hein. Très clairement il est cheaté. Pour le moment c'est le meilleur pouvoir que j'ai vu, hein. Autant on a eu le pouvoir de Isami Kongo qui envoyait des tigres sur des adversaires. On a eu un lieutenant qui utilisait un pouvoir avec une forme de bulle qui isolait tout dans cette bulle. Tu as eu aussi un pouvoir où tu as un gars qui a créé un mur de pierre, hein, face au mont Kuton. Tu as quoi encore? Et puis tu as un gars qui est capable de lancer des Zenbon Zakura avec des pétales de rose qui hypnosent évidemment ses adversaires. Donc personnellement pour moi le meilleur pouvoir c'est le pouvoir qu'a Ichiko, hein. Elle est capable de guérir tout et elle l'a fait preuve évidemment de son pouvoir en guérissant les valeureux soldats de Jeanne d'Arc. Là tu dis quand même son pouvoir il est ultra cheaté. Mais il y a un point auquel je voulais également revenir, c'est notamment l'utilisation des pouvoirs. Alors dans les premiers tomes on nous avait teasé comme quoi ils étaient capables d'utiliser leur pouvoir qu'une seule fois durant la bagarre. Là, bizarrement, la sœur d'Ichiko a réussi quand même à utiliser son pouvoir plusieurs fois à la suite. Là, tu te dis quand même, son pouvoir, il est vraiment cheaté. Bon, après, évidemment, elle était épuisée, elle était fatiguée, mais elle l'a utilisé 2, 3, 4 fois, 5 fois assez facilement. Donc, tu te dis quand même, l'utilisation des pouvoirs n'est pas forcément bridée à une seule utilisation par jour. Parce qu'à mon avis, il y a certains pouvoirs qui nécessitent moins de, par exemple, moins de chakra ou moins de pouvoir et il peut utiliser ça plusieurs fois par jour. Là très clairement Ichiko a utilisé plusieurs fois son pouvoir
et ça m'a quand même un peu étonné. À voir par la suite. Pour le moment, à voir par la suite, mais en tout cas, on peut le dire, hein, on a enfin eu des nouvelles de Ichiko, hein, la sœur de Koda, qui pour l'instant est plutôt bien tombée puisqu'elle est un peu la protégée de Jeanne d'Arc. Et bon, je pense que vous savez tous qui est Jeanne d'Arc, hein, celle qui a un peu fait reculer l'Angleterre notamment, hein, la Jeanne d'Arc, la fameuse pucelle d'Orléans. Heureusement qu'elle est sous son aile, moi je dirais, pour la fameuse sœur de Koda. Enfin, le dernier événement, j'ai envie de l'intituler comme étant le démon Xiangyu. Ah, clairement, Xiangyu, ça va être à mon avis l'un des méchants les plus récurrents et les plus difficiles à combattre, en tout cas dans cette série. On va retrouver notamment de nouveaux combattants. D'un côté, on a Xiangyu, hein, célèbre chef militaire chinois. Et de l'autre côté, on a tout simplement Charlemagne. Ah, très clairement, Charlemagne, je pense que vous connaissez tous Charlemagne, hein, le roi des Francs. Il va se confronter à Xiangyu. Là, il va y avoir un combat où on va pas très voir le combat, on va seulement voir la finalité du combat. Et je pense que le combat il a été très rapide, hein. On va simplement voir Xiangyu littéralement couper la tête en deux de Charlemagne. Là, tu te dis quand même, le gars, il annonce du lourd, hein. On le tisse très puissant. Et puis là, Xiangyu, il s'est dit, maintenant que j'ai récupéré le territoire de Charlemagne, parce que ça a été très rapide, hein, il va tourner son regard sur Sanada Yukimura, un autre sabreur assez célèbre japonais, et il veut littéralement récupérer son territoire. Lui, Xiangyu, tout ce qu'il veut, c'est tout simplement unifier tous les territoires en un seul territoire possible. Et donc là, il va s'attaquer à Sanada Yukimura et il va lui déclarer la guerre de manière assez filou également, lui aussi, assez méchante, hein. Très clairement, il va prendre la tête de Charlemagne, il va couper son bras là où il y a la marque du tatouage, il va l'envoyer dans un coffre à Sanada Yukimura et puis il va lui dire, écoute Sanada, rends-toi dès maintenant, comme ça je t'épargnerai, ou sinon tu vas subir la même chose que l'état de Charlemagne. Et puis là tu vois quand même, il monte en tension, hein. Le gars il a essayé d'un peu d'intimider Sanada Yukimura. Bon, après, quand on sait ce que Xiangyu a fait quand même au peuple de Charlemagne, le gars il a chopé les survivants du peuple de Charlemagne, hein, que ce soit à la fois des militaires ou bien des civils ou même des enfants, il les a pris et il les a enterrés vivants, hein. Très clairement, il a fait creuser un grand trou, il a rassemblé tout le monde dedans et puis il les a enterrés vivants. À la fois des militaires, des enfants et des civils, hein. Donc vous pouvez voir directement la cruauté de Xiangyu. Et là, très clairement, il a dit, Sanada Yukimura, si tu te rends pas, je vais faire subir exactement la même chose face à ton peuple. Et là, en face, tu as quand même Sanada qui va essayer de pondre un petit plan. Alors, a priori, il a réussi à pondre un plan pour contrecarrer l'avancée de Xiangyu, mais on n'en saura pas plus puisque le manga se termine à ce moment en précis. Donc là, on peut voir très clairement que Xiangyu, d'un côté, il est sûr de lui, il est assez badass, il est assez cruel, il n'hésite pas à tuer n'importe qui, hein, même des civils. Et de l'autre côté, tu as quand même Sanada Yukimura qui a un peu le cœur sur la main, il veut défendre sa population et il s'entend plutôt bien avec ses villageois. Donc là, très clairement, le combat entre les deux va être assez intéressant, hein, d'autant plus que Sanada Yukimura, il a déployé 3 armées, hein, en 3 parties, s'il vous plaît. Il a coupé son armée en 3 parties et puis il les a positionnées en hauteur sur des collines. Donc là, très clairement, il a entre guillemets l'avantage du terrain. Mais est-ce que ça va suffire face au terrible Xiangyu? Ça, je pense qu'on le saura dans le tome suivant. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 4 de Tengen Heroes War avec Sanada Yukimura et Xiangyu sur la jaquette, hein. Bon, maintenant je peux vous le révéler. Évidemment, c'était une belle petite lecture pour moi, hein. On va avoir 2 nouveaux combattants. Alors, par rapport à l'avancée du combat principal, notamment l'Alliance, j'aurais bien aimé avoir quand même un petit début de combat, moi, dans ce tome-là, mais je pense qu'on l'aura dans le tome suivant. Et également, l'avancée des autres combats, c'est qu'on peut voir les autres combats, mais je trouve que les combats vont quand même un poil trop vite. Ah, très clairement, hein, le combat de Xiangyu vs Charlemagne, il a été passé littéralement sous silence. Ça avance beaucoup trop vite et c'est quand même dommage, hein. J'aurais bien aimé qu'ils prennent quand même un peu plus le temps de développer ces personnages, de développer, je sais pas moi, les lieutenants des fameux généraux. Là, tu te dis directement, on les voit, on nous les montre, il y a un combat et puis le combat il est fini assez rapidement. Beaucoup trop rapide à mon goût, mais en tout cas,
ça reste quand même plaisant à lire. Voilà ce que je pouvais le dire sur le top 4 de Tengen Heroes War. En termes de notes, je leur ai mis la note de 4 sur 5 parce que vous savez qu'il manque cruellement de bonus. Allez, bye mes Phoenixous.